Président Jean-François Buet, président fédéral. Conclusion ou réaction, tout ce que vous souhaitez. Conclusion, bien sûr. Bien sûr. Tu as pu remarquer que je bouillais un peu sur ma chaise tout à l'heure. Réaction, conclusion. Réaction parce que, effectivement, avant de vous dire ce que j'ai vécu aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on avait une journée assez chargée, c'est vrai, ça a commencé à la chancellerie, ça a suivi le ministère du Logement, et puis ça finit ce soir devant vous avec plaisir. Déjà, moi je voudrais, sur les derniers sujets qui viennent d'être évoqués, le dépôt de garantie. Le dépôt de garantie, il a déjà été divisé par 2 en 2008. Ensuite, le cautionnement, il a déjà été supprimé avec le cumul de la GLI ou de la GRL. Donc on voit bien que ce n'est pas une politique de ce gouvernement, mais c'est une politique générale. Je n'en tire pas de conclusion, je vous laisse faire. 65% du marché de la gestion locative se fait de particulier à particulier. On a parlé tout à l'heure des abus. Effectivement, il y a des abus. Effectivement, il y a des abus de la part de certains bailleurs. Effectivement, il y a des abus de la part de certains locataires. Le dépôt de garantie, pour y revenir, nous avons, nous, un avantage terrible, administrateurs de biens, FNIM et UNIS, puisque je vois mes amis de l'UNIS et je me joins volontiers à eux, c'est que nous avons des garants qui sont là pour garantir les fonds qui sont déposés chez nous et qui ne nous appartiennent pas. Alors, s'il en allait de même pour les 2/3 du reste du marché, ainsi que ceux qui ne sont pas affiliés FNIM et UNIS, je pense que bien des soucis nous seraient déjà évités. Donc n'allons pas réinventer l'eau chaude alors qu'il existe des garants qui contrôlent et qui sont là pour dire ce qu'il faut faire. À côté, je le répète quand même, de notre comité d'éthique et de déontologie, j'en vois son président d'honneur ici, et je sais que chez nos amis de l'UNIS, c'est la même chose. Il n'est pas compliqué, et d'ailleurs ça se fait, pour un locataire de saisir le service qualité de la fédération. Il y a 4600 demandes par an. Ces 4600 demandes sont suivies des faits, et il nous arrive même de procéder à la radiation de certains de nos confrères. Une douzaine ou une quinzaine par an, suivant les bons ou les mauvais crus, comme je vous le dirais en tant que bourguignon. Ceci étant, que se passe-t-il ? Eh bien, quand un adhérent est radié de l'UNIS ou de la FNIM, il continue d'exercer. Et c'est ça tout le problème. Tout le problème, il est là. Et moi, je dirais qu'effectivement, cette loi de Mme Duflot, si elle nous apporte des débats et puis des sueurs, je pense qu'elle nous apportera aussi des réponses à un certain nombre de questions. Peut-être parce que je suis optimiste et que je vois toujours le verre à moitié plein. Sur la loi de 70, ça fait maintenant des années, et je vois nos présidents prédécesseurs, que nous nous battons pour faire évoluer cette réglementation. Alors, j'ose espérer qu'on ait droit à ce Conseil national de l'entremise et de la gestion immobilière. Nous l'avons écrit, nous sommes constants, nous, à la FNIM, vous le noterez. Nous l'avons écrit, nous avons noté aussi un conseil de discipline. Nous sommes également pour des cartes professionnelles distribuées par d'autres systèmes que les préfectures. On sait qu'on est au bout du raisonnement, on est au bout du chemin, on l'a entendu, on le sait, c'est fini. On a travaillé bien en amont, ça fait 1 an et demi qu'on travaille avec, je le dis maintenant puisque ça commence à se savoir, avec les chambres de commerce et d'industrie qui seraient prêtes à le faire. Mais au-delà de ça, nous voulons aussi la mise en place d'une carte S pour le syndic. Alors, je vais revenir un peu sur ce métier qui est tant décrié, que personne ne veut faire. Et pourtant, il faut bien qu'il y en ait qui le fassent. Et pourtant, tous les soirs, dans nos entreprises, dans nos agences, on a des collaborateurs salariés qui, ayant commencé tôt le matin avec les artisans, finissent tard le soir avec les copropriétaires pour le salaire que nous leur donnons. Et vous savez de quel niveau il est, parce que, malheureusement, aujourd'hui, nos honoraires sont d'un niveau qui ne nous permettent pas de les rémunérer plus. Il faut que ça soit bien clair. Parce qu'en fait, la rémunération, c'est quoi ? On a parlé des honoraires, mais la rémunération, c'est des salaires. On est quand même dans une société de services, et aujourd'hui, nos collaborateurs, le principal poste de nos entreprises, ce sont des charges et des salaires. Et les honoraires que les clients acceptent de payer, eh bien, c'est la contrepartie d'un service pour payer les salariés de nos entreprises. N'oublions jamais ça. Car si à un moment donné, nous remettons en cause les honoraires,
on paye toujours très cher, on paye toujours trop cher. Nous tous ici, nous sommes consommateurs et nous sommes tous, à un moment donné, en train de nous dire est-ce que je ne pourrais pas payer un peu moins cher les honoraires de ce prestataire de service, quel qu'il soit. Sauf que derrière, ce sont aussi des emplois. Alors je dirais deux choses. Premièrement, c'est vrai, Monsieur le Président, c'est vrai, Madame la députée, c'est vrai que nous sommes responsables de nos propres turpitudes, je l'ai déjà dit, parce que nous n'avons pas forcément et toujours défendu et bien défendu nos honoraires. Et je remercie Henri d'ailleurs d'avoir utilisé cette terminologie, car vous savez que je vous ai interdit d'utiliser dans toute communication le terme frais d'agence et commission. Et dans tout discours, je vous l'ai interdit. Vous vous en souvenez. Et on va faire la chasse. Pourquoi je dis ça? Parce que cet après-midi, justement, je pense que nous étions dans la même salle, le représentant de Jeudi Noir, calmons-nous, a fait une plaidoirie pour ramener les frais d'agence à zéro. J'ai trouvé ça fort bien. On est tous d'accord pour essayer de limiter nos frais d'électricité, de charges, de loyer. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai compris qu'il parlait de mes honoraires. Alors là, c'était pas pareil. Là, c'était pas pareil. Mais vous voyez déjà, rien que le fait de poser les choses comme ça justifie qu'on pose les bonnes questions et qu'on ait peut-être un peu plus les bonnes réponses. Le dépôt de garantie. Le dépôt de garantie, aujourd'hui, et je crois que dans la salle cet après-midi, où il y avait une concertation, on était assez majoritairement d'accord pour dire que finalement, depuis que le dépôt de garantie a été ramené à 1 mois, nombreux sont les locataires qui partent sans payer le dernier mois de loyer. Ce n'est pas compliqué pour eux. Que peut faire l'administrateur de biens? Que peut faire le bailleur? Comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, certainement pas aller en justice. Vous voyez l'équilibre? Il est de chaque côté. Et si on touche un peu à cet équilibre, on risque de tout faire chambouler. Alors moi, au début de la concertation, c'était formidable. Je me souviens de l'Assemblée générale de l'ANIL au mois de novembre dernier, où tout le monde disait ah oui, il faut rééquilibrer la loi de 89. Sauf que personne ne veut la rééquilibrer dans le même sens. C'est l'histoire de la couverture. Sur le compte séparé, alors là aussi, explication de texte. De quoi parle-t-on? Ah, on est en train de parler du compte bancaire séparé. Mais est-ce que c'est intéressant pour un copropriétaire? Je rappelle au passage que près de 75% des copropriétés sont constituées de moins de 20 lots. Est-ce que c'est intéressant pour un copropriétaire d'un immeuble de 10, 12, 15 lots que de savoir qu'il y a un compte bancaire séparé au Crédit du Nord, peut pas être ailleurs, principalement, pour sa copropriété? Quel intérêt cela représente-t-il? S'il n'a pas une vraie lecture du compte comptable, pas du compte bancaire, du compte comptable. Vous savez tous comme moi, pour faire des tas de rapprochements, qu'un compte bancaire, ça ne résume rien. C'est une photographie à un instant T et ça n'offre absolument aucune garantie. La vraie garantie, je vous la donne, la vraie garantie. La vraie garantie, c'est la mise à disposition des copropriétaires, des syndicats de propriétaires et à minima des conseillers syndicaux de la comptabilité de sa copropriété par un extranet copro sur lequel on puisse accéder 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de chez soi et sans frais. Et ça c'est la révolution et c'est la réponse. Et c'est ma réponse. C'est ma réponse parce qu'à partir du moment où on fait ça, on peut imaginer mettre beaucoup de choses sur cet extranet avec un login et un mot de passe, comme vous le faites tous pour gérer vos comptes de banque personnels le dimanche. Eh oui, le compte bancaire, ça ne reflète rien. Ce n'est pas une garantie. Ça n'apporte rien. Ça peut présenter un intérêt pour les copropriétés très importantes qui, effectivement, ont des fonds. Et à ce moment-là, on est dans une autre logique. Mais surtout, pour les petites copros, ça n'apporte rien. Et alors, pour nos garants, quand vous gérez 200 ou 300 copros, il y a une certitude. C'est que le garant, ils sont dans la salle, ils ne contrôleront pas 300 comptes individuels au Crédit du Nord.
s'ils sont tous au crédit du Nord. Alors que le compte unique, ce sera beaucoup plus facile pour le contrôler. Malheureusement, la situation est difficile. Et difficile pour tout le monde. N'oublions jamais d'ailleurs que le locataire d'aujourd'hui peut être un primo-accédant demain, voire un bailleur après-demain, et se retrouver éventuellement locataire après un divorce ou un accident de la vie. Donc n'opposons pas les genres. N'opposons pas les genres. On a toujours cet excès dans notre pays de mettre en face le privé, le social, les locataires, les bailleurs, le neuf, l'ancien, et finalement, on trouve toujours un bouc émissaire. Je crois que sur les expulsions, nous, ici, administrateurs de biens, on sait bien que la première réponse à cela, c'est la gestion amiable dès le premier impayé. C'est ça qu'il faut faire. Et on voit malheureusement que les cas extrêmes arrivent quand on a dépassé 3, 4, c'est fini, c'est terminé, on ne peut plus rien faire. Et nous le savons. Nous le savons parce que c'est notre métier. Parce que c'est notre métier que de défendre les intérêts et du bailleur et du locataire. Et je ne laisserai pas dire l'inverse, comme c'était dit cet après-midi, en laissant penser que les administrateurs de biens étaient à la solde des bailleurs pour piquer le pognon des locataires. C'est insupportable, c'est pas vrai. Si on dit ça, on est dans l'erreur totale. Alors, où en sommes-nous de nos débats ? Tout d'abord, permettez-moi deux choses à part, parce qu'elles sont d'actualité, vous dire que sur la loi qui est venue modifier le code bancaire et monétaire et qui voudrait imposer que les virements à nos amis les notaires, que les versements à nos amis notaires se fassent par virement pour toutes les sommes qui sont inférieures à 10 000 €, le décret n'est pas paru. Donc si vous avez un ami notaire qui vous demande de lui envoyer l'acompte sur le prix de vente par virement, aujourd'hui vous lui répondez « envoie-moi le décret ». J'ai écrit personnellement à messieurs Cahuzac et Moscovici et d'ailleurs aussi à Mme Taubira sur ce sujet-là. C'est un errement, mais bon, on pourra en reparler. Une fois que le virement est parti chez le notaire, si la vente ne se fait pas, ça sera très difficile. Deuxième chose, un sujet qui est en dehors, c'est les pages jaunes, parce que sinon je vais oublier et je voudrais vous en parler. Les pages jaunes, ce sont des faux amis à aujourd'hui. Ça fait 1 an qu'on est en négociation pour leur demander de mettre les mandataires indépendants à distance, comme j'aime à les appeler, sur une rubrique différente des agences immobilières parce qu'ils ne sont pas agents immobiliers. Et ici, dans cette salle, tout le monde l'a compris. Pour l'instant, ils ne l'ont pas encore fait. Nous avons un rendez-vous après-demain matin à 9h30 à Sèvres, chez Page Jaune. Je vous promets que si on n'a pas gain de cause, on va faire 2 choses. 1, on va partir en procédure tout de suite. Et 2, les 17 000 agents commerciaux de nos structures, agences vitrées traditionnelles, archaïques, comme certains aiment à le dire, demanderont à leurs 17 000 agents commerciaux d'être aussi sur les pages jaunes. Comme ça, on verra ce que ça donne. Enfin, alors, sur Duflot, écoutez, les discours avancent, les concertations se concertent. Moi, j'ai espoir sur la 70. Sur la 70, oui. Je crois qu'on va effectivement finir par avoir ce fameux Conseil national de l'entremise. À quel prix ? Le Conseil de discipline aussi. D'ailleurs, à ce propos, avec mon ami Étienne Ginaud, président de l'UNIS, nous avons décidé de le créer. Nous le créons et nous allons le rendre officiel après-demain matin, une conférence de presse que nous faisons à la Fédération. Nous créons le Conseil de discipline et puis au moins, il existera, il sera parti et puis on verra bien demain si les pouvoirs publics nous rattrapent. En tout cas, on va commencer le sprint. Sur les vendeurs de liste, écoutez, oui, personne ne s'émeut, mais je crois qu'ils étaient déjà moribonds, donc coup de grâce. Par contre, là où je suis un peu plus inquiet, et excusez-moi de parler moins de la loi de 89 ou de la loi de 65, on pourrait y revenir, mais je voudrais quand même finir sur notre cœur de métier qui est la loi 70, c'est sur le mandat exclusif. Alors là aussi, on voit revenir les affres de la loi de ce monsieur Lefebvre, qui veulent à nouveau nous dire le mandat exclusif. Je crois qu'on a du mal à se faire comprendre, mais je ne désespère pas. On est aujourd'hui dans un pays où chaque fois que le système du mandat exclusif partagé se développe, on arrive à fluidifier le marché et à maintenir les prix. Alors qu'avec le mandat simple,
on favorise l'augmentation des prix intempestifs parce que personne ne maîtrise le mandat, que tout le monde a un mandat à un prix différent et que le consommateur acquéreur peut voir sur Internet tous ces prix qui sont bas pour un même bien. Donc je crois que à nous, vraiment, c'est à nous de le faire. C'est pour ça que moi j'ai besoin de vous pour parler d'honoraires, j'ai besoin de vous pour utiliser les bons mots, et j'ai besoin de vous pour expliquer ce qu'est vraiment le mandat exclusif. Le mandat exclusif, quand il n'est pas partagé, effectivement, on peut se poser la question, mais quand il est partagé, il présente un avantage terrible. Et ce n'est pas celui qui travaille dans une bourse immobilière où on échange des mandats exclusifs depuis 40 ans, et je vois mon ami Alain Millet qui, dans le 06, fait la même chose avec les mandats exclusifs, qui nous dira la même chose, le même raisonnement. Eh bien, on s'aperçoit que là, on maîtrise le marché. On s'aperçoit que là, on évite l'inflation des prix. On s'aperçoit qu'à ce moment-là, on a un professionnel agent immobilier qui est le mandataire du vendeur et un autre qui est le mandataire de l'acquéreur, et que la négociation se fait entre professionnels, et même la négociation des honoraires, ce qui permet au passage de contenir les honoraires et d'arriver à un prix d'honoraires qui soit la vraie récompense d'un vrai travail fourni par deux professionnels au sein d'un marché d'intercabinet. C'est ça le mandat exclusif. C'est pour ça que vouloir supprimer la tacite reconduction du mandat exclusif, mais c'est flinguer le marché, c'est arriver effectivement à l'effet exactement inverse. Donc j'ai plaidé ce matin et jeudi dernier auprès de Mme Duflot et ce matin auprès de M. Vallée pour nous laisser la reconduction tacite des mandats exclusifs, sachant quand même qu'il y a la loi Châtel qui de toute façon s'applique et qui permet au mandataire, au mandant tout du moins, de dénoncer son mandat à tout moment. Sur le compte séparé, je me suis exprimé. Sur le cautionnement, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Et effectivement, même si on est amené à se porter caution pour ses enfants, parce que nos enfants ont la chance d'avoir des parents qui peuvent se porter caution pour eux, je crois que supprimer complètement le cautionnement personne physique serait néanmoins une erreur. Et je pense même que le cautionnement devrait être une vraie solution, une vraie aide à la GURL de demain. Parce qu'il va permettre de responsabiliser les locataires pour ceux qui le peuvent. Et puis il y a d'autres systèmes de caution, hein, on n'est pas limité. Et ça va permettre aussi de limiter les abus parce qu'on sait aussi que des locataires, qu'ils savent qu'ils sont garantis, qu'ils savent qu'il y a une assurance, qu'ils savent qu'ils seront pris en charge, sont un peu moins responsables et les hommes restent les hommes. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai peut-être été un peu long, mais je voudrais finir en vous disant que la Fédération, depuis un mois et demi, travaille sur des fiches produits que nous avons envoyées avant-hier. J'attendais d'avoir vu Cécile Duflot jeudi après-midi, que nous avons envoyé avant-hier ces fiches produits sur honoraires, cautionnement, dépôt de garantie, compte séparé, mandat exclusif. Il y a une vingtaine de fiches. Et qu'elles vont vous parvenir en tant qu'adhérents d'ici la fin de la semaine ou début de semaine prochaine. Ça va vous permettre d'avoir les réponses et la vraie ligne politique pour expliquer la position de la Fédération sur ces différents sujets. Et je compte sur vous pour nous aider à gagner cette bataille, mais vous aurez compris qu'elle n'est pas facile. Merci. Merci. La preuve que ça n'était pas trop long, c'est l'attention de la salle. Visiblement, tous ces propos étaient passionnants et nécessaires aujourd'hui. Président Camandona, qui va clôturer cette soirée avant le cocktail qui nous attend à côté. Merci. Alors, je vais être extrêmement rapide parce qu'il est très tard. Je remercie tous ceux qui ont participé. Malheureusement, c'est vrai qu'on voulait que la salle parle plus. Ça n'a pas été le cas ce soir. Au début de la soirée, je disais que nous avions de l'inquiétude et un peu de colère. On la conserve, un petit peu moins après les propos de Jean-François, parce que je les ai trouvés offensifs et je crois qu'ils ont séduit l'assistante. Je crois qu'il faut qu'on continue. Bravo.